et anglais, bien qu'on Oui. soit en Bon, Espagne. je comprends le français, je parle un peu, mais pas suffisamment bien pour faire ma présentation en français, bien sûr. Pas de problème, ce sera avec plaisir. Je pense Oui. qu'on a décidé de faire primer la commodité pour tout le monde. Et donc, nous sommes une quarantaine de personnes connectées. Je pense que c'est intéressant pour ce premier événement. Je vais céder la parole à Martine Bournerias, vice-présidente de l'association, qui a souhaité nous adresser quelques mots d'introduction. Je salue nos deux intervenants et puis tous ceux que je n'ai pas encore vus ou salués autrement. C'était surtout, avant de te laisser la parole, Catherine, pour te remercier au nom du conseil d'administration d'avoir accepté de recréer la section Espagne, et ça dans une période particulièrement difficile. Voilà, et d'avoir formé un nouveau bureau, David, Isabelle, Emmanuel, Aude et Elena. Donc, on voit que c'est assez collégial, que chacun aussi a sa partie en complémentarité. Et donc, un grand merci. Et puis aussi, un petit message à Rodrigue, parce que celui qui m'a présenté Catherine, c'est Rodrigue, qui fut le président extrêmement dynamique d'une section ibérique. Voilà, donc c'était ce petit message de remerciement. Et puis, même si la situation ne permet pas évidemment de faire des choses plus conviviales, on est quand même là dans un bel événement digital avec nos deux prestigieux intervenants. Donc voilà, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Martine, et merci en tout cas à vous tous à Paris pour votre soutien. C'est la deuxième fois qu'on utilise cette plateforme Zoom, et je dois dire que par rapport à ce qu'on a connu à l'époque où, avec Rodrigue, on avait créé cette section, la nature des relations entre les équipes à Paris et les sections à l'international a radicalement changé. C'est sûr que quand on se paluchait à la main, on essayait de retrouver les anciens. Enfin bon, ça fait vieux, ça fait ancien combattant. Voilà. Non, mais je pense que, en tout cas, c'est un événement, c'est quelque chose d'extrêmement positif, que cette association est devenue internationale et a su tirer l'ensemble des conséquences du fait que Sciences Po attire depuis de nombreuses années maintenant de plus en plus d'étudiants d'Europe et d'ailleurs. Et dans notre bureau, nous avons souhaité refléter cette diversité avec certains qui sommes français installés depuis longtemps en Espagne, d'autres depuis moins longtemps et d'autres espagnols qui ont tissé des liens particulièrement étroits avec la France à l'occasion de leur passage à Sciences Po. Donc, sans attendre, je vais donner la parole à nos intervenants, que je remercie très, très vivement, tant Fernando Vallespin comme Pascal Perrino, de passer cette heure d'échange avec nous. Ce qu'on a prévu, c'est qu'ils nous fassent l'un et l'autre un petit exposé introductif sur la situation politique européenne, espagnole. Hier, on a eu des élections en Catalogne. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui voient ça d'un petit peu plus loin se posent des questions sur comment interpréter tout ça. Je suis sûre que Fernando aura des choses à dire sur ça s'il l'a prévu. On organisera un petit débat entre vous deux et on voudrait réserver à peu près une vingtaine de minutes aux questions des participants que je vous invite à poser à travers le chat. Donc, c'est David qui va s'occuper d'organiser ce débat et Elena s'occupera ensuite de répartir les questions et de s'assurer que chacun puisse participer et échanger avec nos intervenants. Pascal, Fernando, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Pascal. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de participer à cet événement qui montre bien que l'association des anciens est une association qui a, vous savez, quand je suis arrivé à la présidence, j'avais deux préoccupations, le local et l'international. Donc, l'international, je le sens, devient de plus en plus une réalité et quelque part, nous sommes aidés par la crise de la Covid-19 et par ces phénomènes distanciels, comme on dit maintenant, qui favorisent d'une certaine manière plutôt qu'ils ne l'entravent l'internationalisation et la mise en regard
d'expériences qui se développent, on le sent en Italie, dans le cercle méditerranéen, en Grèce et certainement au-delà. Donc vraiment, soyez vivement remerciés d'avoir relancé cette section espagnole, d'y mettre toute l'énergie qui est la vôtre. Et je me réjouis aussi de voir que ce sont des événements qui non seulement jouent un rôle de lien social, on en a bien besoin en ce moment, mais sont dans l'intergénérationnel aussi. Hein. Il ne s'agit pas de parler tout le temps aux mêmes tranches d'âge, que ce soit des tranches d'âge du haut de la pyramide ou du bas de la pyramide. Hein. Et là, ce phénomène intergénérationnel est quelque chose qui me réjouit. Alors, quand on parle de politique, on va s'efforcer de mettre un peu en regard ce qui se passe, bien sûr, en Europe, mais avant tout sur le terrain espagnol et sur le terrain français. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a certains points de divergence, certes, entre deux systèmes politiques qui sont profondément différents. Le système politique français qui reste un système extrêmement centraliste, en dépit de la phase de décentralisation inaugurée au début des années 80, dans un système français également qui est secoué régulièrement par de grandes crises sociales. Et on voit bien, quand on compare au cas espagnol, on a affaire à une démocratie parlementaire, beaucoup plus qu'une démocratie présidentielle ou présidentialiste. On a affaire à une démocratie dans laquelle les périphéries jouent un rôle tout à fait important et parfois tout à fait essentiel dans la création des majorités, où les petits partis autonomistes ou indépendantistes jouent un rôle de parti charnière tout à fait décisif, alors que ça, bien sûr, ça n'est pas du tout le cas en France. Mais une fois qu'on a vu toutes ces différences, moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont aussi des points communs. Nos deux systèmes ont connu depuis, au fond, le milieu de la décennie 2010, de véritables tremblements de terre. En Espagne, bien sûr, en 2015, l'élection qui marque quelque part la fin du bipartisme, ou du moins de la bipolarisation, et qui montre comment les deux grands partis autour desquels s'était organisée la vie démocratique en Espagne commencent à passer parfois sensiblement en dessous de la barre des 50% des suffrages exprimés, tout comme en France, 2 années plus tard, en 2017, le tremblement de terre va encore plus loin, puisque les deux partis qui avaient organisé là aussi la bipolarité sous la Ve République sont carrément exclus du second tour de l'élection présidentielle. Donc on a bien deux systèmes qui partagent un même phénomène de profonde disruption, comme on dit, des systèmes politiques qui s'étaient installés en France depuis les années 58 et en Espagne depuis la chute de la dictature. Ça, c'est la première chose, cet éclatement d'une vie bipolaire qui me semble tout à fait importante. Le deuxième élément, c'est l'importance des signes de défiance vis-à-vis de la démocratie telle que nous la connaissons, cette démocratie pluraliste, plurielle, représentative, basée avant tout sur les moments d'expression électorale. Eh bien, cette démocratie, aujourd'hui, connaît une crise de confiance majeure. Majeure en Espagne, majeure en France. Les signes en sont multiples. La dégradation de la perception de la classe politique, secouée souvent par des affaires. Alors, ça a été encore plus loin en Espagne, bien sûr, qu'en France, mais en France, nous avons connu ça également. Une abstention qui parfois bat des taux records. En France, vieux pays à la triple participante, on a maintenant une foultitude d'élections importantes dans lesquelles il y a entre 50 et 60% des Français qui s'abstiennent. Hein.
Donc, une prise de distance par rapport au mécanisme fondamental qu'est la démocratie représentative. Et puis, troisième élément, l'apparition de nouveaux acteurs qui sont avant tout des acteurs politiques protestataires. En France, bien sûr, la France insoumise, à la gauche de la gauche, et le Rassemblement national à la droite de la droite. Mais quand on regarde la percée en Espagne de Vox, de Podemos, même si ensuite ces partis protestataires ont connu des destins différents, on s'aperçoit qu'il y a au fond différentes formes, comment pourrait-on dire, de populisme, à condition de bien définir ce phénomène, de populisme à forte dimension protestataire qui secoue l'espace de la gauche, l'espace de la droite et même l'espace du centre. Quand on regarde Ciudadanos en Espagne, ou quand on regarde le macronisme d'une certaine manière en France, eh bien, on voit bien que c'est véritablement tout l'espace politique, de la gauche à la droite de la droite, qui est traversé par l'apparition de nouveaux acteurs très chargés en protestation, des partis qui viennent profondément perturber les jeux d'alternance classiques qui avaient lieu jusqu'alors. Alors, pour conclure sur le cas français, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole et j'ai hâte d'écouter Fernando Vallespine, ces bouleversements ne se sont pas calmés. C'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les élections montrent que ça continue depuis 2017. Les deux partis qui arrivent en tête des dernières européennes, c'est le Rassemblement national en France et la République en marche du président Macron. Nous connaissons également sur le terrain des luttes sociales des phénomènes tout à fait nouveaux. Le mouvement des Gilets jaunes, à cet égard, montre que ce n'est pas simplement la sphère politique qui est perturbée, c'est la sphère d'expressivité des mouvements sociaux, avec l'apparition de mouvements radicalement d'un nouveau type, comme le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, l'épisode que nous connaissons de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 n'est pas fait pour améliorer les choses. Puisqu'au fond, on a l'impression que les crises se superposent les unes aux autres. Crise politique, crise sanitaire, crise économique et sociale. Il suffit de regarder tous les indicateurs concernant le chômage ou la difficulté des jeunes, jusqu'aux jeunes diplômés en ce moment, à rentrer sur le marché de l'emploi. Vous avez des signes de crise multiples dont on se demande quel sera le débouché politique lors des prochaines échéances. Et en ce qui concerne la France, on peut être très légitimement préoccupé. Les tout derniers sondages d'intention de vote pour l'élection présidentielle qui aura lieu en avril 2022 sont à cet égard tout à fait étonnants. Dans un premier tour, arriverait très nettement devant Marine Le Pen avec environ 27 à 30% des intentions de vote. Derrière Emmanuel Macron, mais à 4 ou 5 points derrière. Et au second tour, nous aurions une véritable révolution. Souvenez-vous, en 2002, on parlait du tsunami, quand Le Pen s'était invité au second tour avant d'être corrigé par Jacques Chirac, qui avait fait plus de 80% des suffrages exprimés. Mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Le second tour, tel qu'il a été mesuré la semaine dernière, donnerait un rapport de force de 48% des suffrages exprimés pour Marine Le Pen, 52% pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une fourchette qui est d'abord la fourchette d'erreur des sondages et dans une fourchette qui peut très bien nous réserver une surprise majeure à l'élection présidentielle de 2022. Nous sommes rentrés dans une zone de turbulence politique tout à fait importante. Le mouvement de disruption sur lequel j'avais beaucoup insisté en 2017 continue. Alors vous savez, et je termine par là, on disait le mouvement de disruption, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de destruction créatrice. Là, attention, ça peut devenir tout simplement un mouvement de destruction.
Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Thank you very much, Professor Perrineau. And Fernando, you have the please. Le micro. Je voudrais aussi tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Et je n'ose pas de continuer en français, alors je change en anglais. Okay, I haven't spoken French for so long, so that's why I don't dare to make it. So I would like, I think we should have concentrated the discussion on post-COVID politics, more or less. But I think the points that Professor Perrineau has brought in are quite challenging, and I think I'll switch my subject and try to adapt to it, because I do fully agree with him on certain points, and I'll also try to make some reflections, very quick reflections on the Spanish political system. I think he's giving a good description when he compared it to the French system. To us, we are pretty envious vis-a-vis La France because we think it's a much more stable democracy than we are, but particularly because it's a centralized country, right? So most of the political problems stem precisely from the fact that we are indeed a multinational country, and this is not good for stability, for political stability, nor for governability, nor for anything else. But you know, that's the way we are. We have to cope with that. So I think that, on the other hand, it enriches the country somehow. So it's not necessarily something that we should regret. But what's very clear is that it brings in a lot of stress into the political system. So as you know, Spain used to be quite a stable, as we say, unperfect two-party system, right? So we had the Conservatives, we had the Social Democrats, so center left, center right, and it worked very well. Some of them used to have, or even absolute majorities. So governance was pretty easy. And in case that they didn't get it, then they would make certain parliamentary pacts with either Basque or Catalan nationalists, or both. So this is precisely what has been broken. Now we don't have a two-party system anymore. So we have about 13 or 14 different political groups, although more or less 53% of the seats are in the hands of the two largest parties, so the Conservatives and the Socialists. But there isn't, but we have lost what used to be almost an automatic system of achieving governability, which was to enter into pacts with the, as we call them, peripheric nationalists, mainly Basque and Catalans. And now this has all been changed. And I think this is interesting. This changed radically at the same point where we had the former economic crisis. So that's where we can see a perfect split. That's when the new parties showed up. Particularly Podemos, which started being an incredibly strong party. Then the other bourgeois party, as you said, I think it's good that you compare it with Macron, although they lack a leader such as Macron. They never had such a leader, but still ideologically, I think it's similar. And at the same time, it was when former Catalan, let's say, traditional nationalists, I would even say non-radical nationalists, turned into independentists, right? That's
I mean, it's easy to explain it somehow. You know, there's this huge ship called Spain, you know, it's going down into the sea, and then you realize you have an autonomous boat on top of it, and you say, okay, why not do I try to save myself and put a boat, you know, on the sea, and let's see if we can find the coast, right? So in a way, I mean, it's to be explained somehow, but it has introduced an enormous challenge into our democracy, because we've been having four general elections in 1.5 years. We had an interim government on part of Rajoy of 313 days. So almost a year, 9 long months, right? And well, we don't really see a way out. Now we have, for the first time since '78, and I think this is interesting to know, we have a coalition government. I think Spain was, together with Malta or some other small country, the only country in Western Europe when there had been any coalition government since '78, since the transition, right? So this is absolutely exceptional. But the two parties, the Socialists and Podemos, that hold the coalition, don't have a parliamentary majority. So this is the exceptional thing about it. So they have to negotiate everything mainly with either Basque nationalists or Catalan separatists. And so this is bringing into the whole system a lot of stress, particularly on certain institutions. Because, for instance, to give an example, right? So within the government, the junior partner in government is constantly criticizing the crown, so the king, right? So it's against monarchy, explicitly so, from the ranks of the government, which is absolutely exceptional, right? But on the other hand, we have the same thing happening with the Catalan independentist parties. So our institutions, you know, that used to work quite efficiently since 1978 are somehow under stress. And this stress has been strengthened because we have also fallen into this populist temptation, as you said before. And I think Spain is the only country in Europe, I know, also Greece, where we have populists on the left and populists on the right, and populists on the regions, particularly in Catalonia, right? So national populists, I would say. So that creates really new challenges, and you know, this could have been easy to deal with. Well, not easy, but it started working. But now I think you put it quite well. You know, the problem now is that we are facing again another huge economic crisis. Well, it's been a sanitary crisis, but it's going to be a sanitary crisis that, of course, meets what I would call a social crisis. So a problem of social cohesion, right, due to the fact that Spain doesn't have the means, as for instance Germany has, or maybe France, to help as well as them those sectors of the economy that have been worst hit by the lockdowns, right? So particularly the touristic sector, so which amounts to 12-13% of the Spanish gross national product, and about 13, perhaps more, of the percentage of employment, right? And so in order to keep these people living, we need to make enormous investments, and we don't know if we are going to have the money. And so this links my presentation, so to say, with another thing that you've mentioned just shortly, but I think that's quite interesting nowadays at this very moment, which is Europe. You know, because COVID has transformed the role of Europe, I think, in a decisive way.
I cannot really think of another moment since the beginning of at least, you know, the common currency, where Spain, where Europe has transformed itself, not formally, but in fact, so much as these last months or these last long year of lockdown and of you know, the appearance of this health crisis and the subsequent economic and social crisis. And I think this is interesting, because what we realized at the beginning of the COVID crisis was a return to the state, right? So a return to borders. So the state is back, we would say. So deglobalization. All the freedoms, you know, that we shared, or the Schengen Agreement. So, you know, had no I mean, you know, we're turned to ashes, so to say, right? And suddenly, slowly, we realized that the only instrument that we really had in order to cope with the worst effects of the pandemic was through cooperation, and through economic and social cooperation. And in that sense, European institutions were fundamental. And I think the European funds are going to be decisive in the near future to bring us out of this crisis. So we've just seen it I think this is fascinating, really. We've just seen it the way the whole vaccination process has been dealt with by the European Commission. I know that there are a lot of criticisms regarding it, but you know, if you look at it, you know, the amazing thing is really that we have started to criticize Europe as if it were part of a common government, right? So look at the criticisms of, you know, this machine politics of von der Leyen, right? So, I mean, she was criticized by the European Parliament as if she were, you know, simply the head of another, you know, of another scale of government, right? So, and I think that's absolutely new, because, well, European Union, technocrats, and the states are the ones that decide. So it's it's not just the European Commission, it's Conseil d'Europe, the European, I don't know how to say in English. Well, doesn't matter. You know what I mean. So, and suddenly, slowly, even without noticing it, we realized that we're together on the same boat, and that we start looking at Europe as if it were really part of our own political system. And that's interesting. So, well, let's see how long it lasts. I hope it lasts longer, right? But what used to be always, let's say, Franco-German agreements afterwards are negotiated with other countries or whatever. Suddenly we have European institutions facing a problem, trying to look for solutions, and then, and then being held accountable on part, not just of European states, but also of European citizens. And I think this is interesting. I think this is another effect that we have, that we're going through from this COVID situation. But on the other hand, and I'd like to, I don't know if I'm talking too much, so David, just, you're the moderator, so you let me know a couple of minutes. So then I think, you know, I wanted to talk about this because we've realized in Spain, and I think this is also the case clearly of Italy and of course Greece, particularly, you know, the weakest and most indebted countries of the South. We have become absolutely conscious that if Europe doesn't help us, so we won't find an easy solution to this new crisis. So in that sense, I think it's on the one hand, it's almost unavoidable if we want to have
union that's based also on solidarity, not like what happened, you know, in the former economic crisis, where the strong countries imposed economic policies that we were incapable of really implementing, and we are still suffering the effects of them. You know, if we had problems in our health systems, it was because we had to make incredible cuts, you know, in the social security and education, particularly, you know, in order to keep on. I mean, to keep obedience to what was imposed by the stronger countries, right? So, and I think this has radically changed. I think we have learned a lot from that former crisis. And for me, I think it's Professor Perrineau, you were very pessimistic. I'm also pessimistic regarding particularly the equality of democracy, of course, yeah. But I'm more optimistic regarding Europe. And I think that's maybe I changed my mind in a couple of months, yeah, right? But I'm far more optimistic regarding Europe, and so let's see what happens. So I think we have to balance, you know, our pessimism regarding. I think you put it quite rightly, you know, the polarization and the lack of trust for institutions on the one hand, but on the other hand, well, maybe if we stick together. Together we can find solutions for different problems within the European nation states. Thank you. Merci beaucoup, professeur Vallespine. Il a été un tout grand plaisir. Et tout d'abord, je voudrais remercier la présence des professeurs Perrineau et la présence des professeurs Vallespine. Et surtout dans un jour spécial comme c'est celui-ci d'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est le début de la présidence de Joe Biden aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de questions aussi à nous adresser. De toute façon, Pascal Perrineau, probablement vous ne vous souvenez pas, mais à l'époque, j'étais représentant des étudiants à Sciences Po quand j'étais étudiant. Et je me souviens qu'une fois par année, on avait une réunion des représentants avec les responsables des cours magistraux. Les seuls responsables des cours magistraux qui étaient venus et qui s'étaient préoccupés pour les avis et pour les questions des étudiants a été professeur Perrineau. Donc, au-delà de sa professionnalité, il y a son compromis avec les étudiants. Donc, ça dit quelque chose d'important. Donc, merci beaucoup pour être ici. Et Vallespine, il est un ami. Et surtout, quand on a pensé, depuis la section internationale, la section des anciens de l'Espagne, de dire quoi faire comme première activité, on a dit à Sciences Po, il faut compter avec les meilleurs. Donc, si on pose la question à n'importe quel étudiant de la France, dites-moi 1, 2, 3 professeurs politologues spéciaux en France, c'est sûr et certain qu'eux diront Perrineau. Et si on pose la même question en Espagne, ils diront Vallespine. Donc, c'est toujours... Merci, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà. De toute façon, avant de poser les questions de nos collègues, j'ai trouvé les débats, les premiers échanges d'idées très intéressants, mais j'ai déjà quelques questions à vous poser. Je vous pose tout ensemble et comme ça, vous avez 5 minutes de plus pour y répondre. D'accord? Et professeur Perrineau, il a posé la question à propos de, l'un des 3 questions était un peu la disruption qu'il y a eu, la disparition, l'on dirait, et surtout en France, du Parti socialiste, de la République, du mouvement de l'UMP, le traditionnel UMP. Mais ici, en Espagne, il y avait un peu la même chose, c'est-à-dire avec les partis socialistes, on pensait que Podemos, il allait y aller au-delà du Parti socialiste, mais maintenant la situation a changé, c'est-à-dire les partis socialistes continuent fort. Donc la première question, Pascal Perrineau, c'est quel avenir pour les partis socialistes en France?
Après, professeur Perrineau, il a mis la question aussi de la crise de confiance. Il a parlé de l'abstention de 50%, 60% de la population. Monsieur Vallespín, professeur Vallespín, ici la question c'est, hier on a eu les élections en Catalogne, l'abstention a été 50%, incroyable l'abstention ici en Espagne. C'est aussi quelque chose qui est particulier de cette époque-là, ou c'est quelque chose qui peut être différent dans l'avenir, c'est quelque chose circonstanciel ou non. Après, il y a une autre question pour M. Perrineau. Et voilà, vous savez que l'un de ces domaines de spécialisation, c'est l'extrême droite, non pas seulement en France, mais en Europe. La question serait plutôt, quelle est la différence de l'extrême droite ici, de votre avis, ici en Espagne, par rapport à la France et à l'Europe? Après aussi, une question pour tous les deux, qui serait comment vous voyez l'effet du changement aux États-Unis vis-à-vis de la politique européenne et surtout de la France et de l'Espagne. Et dernière question, professeur Vallespín, il a parlé de l'importance de la coopération dans les coins de l'Union européenne et l'Union européenne un peu comme solution. Et qu'est-ce que vous pensez, professeur Perrineau, de cette idée? Voilà, donc, professeur Perrineau, vous avez la parole. Je trouve 5 minutes, et après 5 minutes pour Vallespín, et voilà, et comme ça, on peut après avoir les questions des autres. D'accord? Merci bien. Merci beaucoup pour toutes ces questions et merci à Fernando Vallespín d'avoir insisté sur le rôle de la coopération européenne et au fond sur la politisation de la question européenne à l'occasion de cette crise de la Covid-19 qui change en effet, j'y reviendrai, beaucoup les choses. Alors, sur le Parti socialiste en France, votre Parti socialiste fait de la résistance. Quand vous prenez toutes les dernières législatives en Espagne, le PSOE est entre 20 et 29%. Ça serait en France un rêve hein, que le Parti socialiste soit entre 20 et 29%, puisque pour l'instant, il est entre 5 et 10%. Vous voyez? Donc, la crise du socialisme démocratique, pour parler vite, est beaucoup plus importante en France qu'en Espagne. Pourquoi? Quand on regarde en détail, on s'aperçoit tout d'abord que le socialisme français, comme beaucoup de socialismes en Europe, a connu un changement de base sociale drastique. Un politologue d'ailleurs grec, Gerasimos Moskonas, avait écrit un livre très intéressant il y a quelques années sur la gentrification, hein, sur l'embourgeoisement de l'électorat des partis socialistes en Europe. Et en France, ça a été caricatural. Au fond, la base ouvrière, la base de petits employés, la base populaire, au fond, du Parti socialiste a peu à peu disparu. Ça n'est pas pour rien, si vous voulez, que la plus grande ville bourgeoise de France, Paris, est dirigée par une maire socialiste. Vous voyez, et que les socialistes ne dirigent que très peu de grandes villes populaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à articuler au plan national les demandes, pour aller vite, hein, les demandes des couches populaires. Ça, c'est le premier élément de la crise. Le deuxième élément de la crise, c'est que contrairement au Parti socialiste ouvrier espagnol qui a fait sa mue social-démocrate, le Parti socialiste français, contrairement à la social-démocratie allemande, à la social-démocratie espagnole, à la social-démocratie de pays d'Europe du Nord, n'a jamais véritablement fait sa mutation social-démocrate. Hein, et est resté un parti qui a un complexe vis-à-vis d'une gauche révolutionnaire, au moins dans les mots, pas dans la réalité, mais dans les mots. Hein. Et on l'a très bien vu à la fin du quinquennat de François Hollande, quand le groupe socialiste au Parlement s'est scindé en deux. Entre ceux qui étaient au fond sur une ligne très social-démocrate, représentée par François Hollande et Manuel Valls, et puis une ligne qui voulait, non, renouer avec une ligne de rupture,
de rupture radicale, ça a été tous les contestataires qui ont joué un rôle extrêmement important à la fin du quinquennat Hollande et qui ont rendu même la possibilité pour François Hollande de se représenter, qui ont exclu cette possibilité pour François Hollande de se représenter. Donc il y a un malaise dans l'histoire du socialisme français qui est beaucoup plus important que dans l'histoire d'autres socialismes européens et qui explique peut-être sa marginalisation actuelle, parce qu'il s'agit bien de marginalisation. Tous les candidats aujourd'hui du Parti socialiste testés pour la prochaine présidentielle font entre 5 et 7%. 5 et 7%. Hein, c'est des scores, que font certains nationalismes périphériques, presque en Espagne. Hein, vous voyez, donc on est vraiment dans la périphérie du système politique. L'extrême droite en France et en Espagne. D'abord, l'extrême droite moderne, au fond, sous la forme du national-populisme, est ancienne en France. Au fond, le national-populisme tel qu'on le connaît, c'est la France et l'Autriche qui l'ont inventé. Hein, c'est le Front National dans les années 80 et le FPE de M. Jörg Haider en Autriche qui ont inventé une extrême droite post-industrielle qui a su s'adapter aux défis de la société post-industrielle. Et pendant très longtemps, dans d'autres pays, les extrêmes droites traditionnelles qui entretenaient la nostalgie des régimes autoritaires, que ce soit les phalangistes en Espagne, les nostalgiques du régime des colonels en Grèce ou du salazarisme au Portugal, ne faisaient strictement rien. Ils faisaient moins de 1% des suffrages exprimés. Hein. Et ça n'est qu'à partir du moment où l'Espagne a connu, au travers de Vox, la naissance d'un véritable national-populisme à l'espagnol, que l'extrême droite espagnole est sortie, j'allais dire, de sa marginalité. Hein, sinon, elle serait restée dans la marginalité qu'elle a connue pendant très très longtemps. Hein, et Vox, à cet égard, alors on verra ce que ça donnera, ils sont environ à 15% aux dernières, c'est ça, je dis pas de bêtises, hein, aux dernières législatives, mais on voit bien comment leur nouveau positionnement politique leur donne un espace politique important en Espagne. Bon. Ensuite, il reste le problème des alliances, de qui veut faire un bout de chemin avec eux, etc. Sur la question européenne, pour aller très vite, oui, je partage le sentiment de Fernando Vallespin. On vient de découvrir le retour en force politique de l'Europe et son rôle essentiel avec des Européens qui se sont aperçus que, au fond, la seule riposte que l'on pouvait donner dans ce monde ouvert à partir de nos pays, c'était quelque part une réponse européenne, une réponse de coopération étroite européenne, même dans un domaine qui n'était pas dans les pouvoirs de l'Europe, à savoir la santé. Hein, puisque la santé n'était pas du tout une compétence européenne. Et là, on a vu l'Europe se porter de manière assez courageuse et peut-être même téméraire sur ce terrain de la santé et jouer un rôle tout à fait décisif, on le voit, même s'il y a quelques ratés, on le voit sur le terrain aujourd'hui de la vaccination. Il n'est pas sûr que les réponses nationales éclatées aient été meilleures que la réponse qu'a tenté de donner l'Europe. Et en cela, je crois que c'est la traduction sur la scène politique d'un clivage nouveau qui va bien au-delà du clivage gauche-droite que connaissent nos sociétés, qui est le clivage que moi j'ai appelé le clivage de la société ouverte et de la société du recentrage national. La société du recentrage national, elle joue l'acteur politique de la nation à l'intérieur de ses frontières, derrière de multiples mesures protectionnistes, elle le joue depuis 20 ans en Europe. Et au fond, le camp de la société ouverte, il n'avait pas trouvé son acteur politique majeur. Il est peut-être en train de le trouver au travers d'une Union européenne et d'une coopération européenne renforcée. Voilà, hein, c'est l'hypothèse que je fais. Voilà, donc merci beaucoup, professeur Perrineau et professeur Vallespin. Vous avez la parole.
just to start with, I'd like to say something very, very shortly on socialist parties and social democracy somehow, because I think we tend to believe that the disappearance of social democratic parties, of socialist parties, is a crisis of social democracy itself, which it isn't. So the problem with social democracy is really that, I mean, they have realized the goals. I mean, so Merkel is social democratic somehow, you know, and her family policies, for instance, are more progressive than the ones that are being held by the SPD, right? So, so I think things have changed a lot since, you know, since the Trente Glorieuses after the war, right? Where social democracy was absolutely fundamental in order to sustain the welfare state. Now, so all the parties have to deal with that. And I think we have to also to realize that parties don't really represent that much interests, I would say. Some of them do, of course, but parties represent more and more identities, so to say, right? So, and people tend not to be linked to parties as they used to, because there was a certain socialization at home, at work, with a certain party culture. But people tend to connect with certain leaders, right, more than with certain parties. I think the case of Macron is absolutely, I mean that's a paradigm in itself, right? But it's not just Macron. I think there are other people whom we can to which we can point, you know, in order to find the same thing. And this leads me to the crisis of of representation. I think that's one of the topics that have not been exploited yet as they should. I mean, exploited academically, right? Because we don't really know what's happening. Of course, there are many theses, but you know, the thing is that parties no longer represent or are not considered to represent what they used to historically, or at least, you know, the last 40 years. And we don't really know what's happening. What we do know is that people tend to use political identities as a means to, I would say, to underline social polarizations. So I take the case of the United States, which is marvelous. I mean, I think it's really, the United States nowadays, it's a laboratory, you know, of what's happening in Western culture. You know, we used to criticize the United States as it being a deficient democracy because there weren't really alternatives, right? So the Republican Party was practically the same as the Democratic Party. So it didn't matter who won the elections. In the end, they would practically bring forward the same policies. So as Chantal Mouffe would say, it was like choosing Pepsi Cola to Coca-Cola, but in the end, it's more or less the same thing. And now the differences are huge, but not so much in policies, but in the way that parties have become. I think there was this American scholar who talked about this, have become mega identities. So parties incorporate in themselves not just political ideas or political positions, but also cultural positionings, consume habits, are the network for social relations, right? So a majority of Americans recognize that that their friends have to be, you know, sympathetic to the party, either Republican or Democratic, right? And so something has been changing.
So people cannot accept, for instance, almost half of the Republicans cannot accept that their daughters or sons marry someone from the Democratic Party, which is amazing. I mean, they recognize, they're upset by that. And 42% of the Democrats think the same. So we don't have that in Europe yet. But who knows? Maybe, you know, what I'm trying to say is that, you know, in all the field that we used to call, you know, the political representations, things are changing very quickly. And I think our analysis are not up to, you know, la vitesse avec laquelle ça passe, right? So I think this really is something we have to think about. I think one interesting thing, and this, I think, this might interest you if you don't know it, of course, Professor Perrineau, is that you know, extreme populist, national populist right in Europe is generally racist, anti-migration party. Not necessarily in Spain. Vox is the product of the Catalonian crisis. So it has to do with a certain conception of Spain that used to belong to Francoism, right? And that hasn't accepted yet the plurality of the diversity of the country, right? So in that sense, I think of course they have also an anti-migrant discourse and, you know, and anti-feministic, but really the reason why people vote for them is because it's a reaction to secessionism in Catalonia, right? And that's why they had so much success yesterday, for instance, in Catalonia itself. And well, yeah, lack of confidence, crise de confiance. Well, I think this has a lot to do with what we talked before. This has a lot to do with polarization, and this also has a lot to do with the representation crisis. So everything's linked. So we just don't know how it fits together, right? So and one of the problems that we have in political science nowadays is that our colleagues tend to specialize more and more on certain topics. So we're losing the overall picture of what's happening within our democratic systems. And I think this is somehow dangerous, right? Because we lack let's say a global narrative, right, of what's going on, right? And so in that sense, I think we should make the effort of put all those analysis, all those research together so that we can have a good, I mean, we know everything about the different trees, but we're not capable of seeing the forest, right? So to use, you know, that, you know, burned out metaphor, right? But I think something like that is happening, right? And so I think we need to have a look at the forest. And I think that's precisely what we lack. Bon, donc, thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias, Fernando Vallespín, Pascal Perrineau. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Elena. Elena, elle est une autre membre du bureau d'ici en Espagne. Et elle a une activité qui est pas mal maintenant, que c'est d'essayer de résumer toutes les questions que nos collègues viennent de verser sur les chats. Et voilà. Donc, voilà, Elena, tu as la parole. Mon Dieu. Oui, merci. Alors, on va donner la parole à l'audience. On a 4 questions et les 2 premiers sont sur la question de la représentativité dans le système politique. Pierre-Emmanuel demande quelle réforme du fonctionnement de la démocratie représentative pourrait être promoue pour guérir un peu des normaux. Et aussi, Carmen demande sur la possibilité d'un scrutin proportionnel en France, qui fonctionne maintenant en Espagne, si ça pourrait être adapté pour la France, notamment par rapport aux différences dans l'organisation territoriale
de France. Et cette question pourrait être adressée, je crois, au monsieur Perrineau. Et ensuite, Vincent demande dans quelle mesure les élections catalanes, dont le sorpasso du PP et de Ciudadanos par Vox, et les succès du PSOE et la résistance de Podemos peuvent-elles tenir des préfigurations de la carte politique espagnole et depuis son début en 2020. Et finalement, Simon demande, pour les deux intervenants, une question sur comment, sur qui pourrait être la personne capable de guider l'action politique européenne et peut-être un Macron ou Mario Draghi ou d'autres personnes. Voilà, et ça c'est pour les deux intervenants. Je vous passe la parole premièrement à M. Perrineau et ensuite à M. Vallespine. Merci beaucoup de cette synthèse. Alors, sur les questions relatives à la représentativité. En effet, comme le disait le professeur Vallespine tout à l'heure, la crise démocratique, c'est avant tout une crise de la représentation. S'il y a crise de la représentation politique, c'est parce qu'aujourd'hui, la représentation politique ne parvient plus à représenter, à articuler les clivages qui sont opérants dans la société d'aujourd'hui. Ces clivages ont bougé, ont changé, et la représentation politique, les partis, les hommes et les femmes politiques ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à s'articuler sur les clivages les plus contemporains de la société actuelle. Alors, comment pourrait-on améliorer, répondre en partie à cette crise de la représentation? Vous posez la question du mode de scrutin. Nous avons en effet deux pays, l'un avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours dominant pour les grandes élections, c'est la France, et l'Espagne avec une représentation proportionnelle, avec un seuil assez bas, une vraie proportionnelle. Alors, il faut savoir, le professeur Vallespine insistait tout à l'heure sur les questions d'équilibre des institutions, de relative permanence et durabilité des gouvernements. Il faut savoir que la représentation proportionnelle, tout de même qu'on le veuille ou non, produit pas mal d'instabilité, parce qu'elle donne un rôle excessif parfois aux petits partis charnières. Il suffit que tel ou tel petit parti catalan change de stratégie, et voilà, les alliances vont se faire et se défaire. Tandis que nous, en France, c'est vrai que l'on a, avec le majoritaire à 2 tours, des majorités assurées, stables, sur, au fond, le mandat législatif en général. Même si, en effet, on a une distorsion de représentation. Les partis arrivés en tête, en effet, sont surreprésentés. Les partis importants, mais sans alliance, comme le Rassemblement national, sont incroyablement sous-représentés. Voilà. Donc, il y a une forme, oui, d'injustice de la représentation. Alors, certains pensent, et le débat a commencé en France, qu'il faudrait aller vers des régimes mixtes, c'est-à-dire des régimes dans lesquels on garde, comme c'est le cas par exemple pour les élections municipales en France, on garde un mode de scrutin qui permette de dégager des majorités stables, mais que ces majorités connaissent un correctif proportionnel, c'est-à-dire permettent aux minorités d'être représentées dans l'opposition de manière significative. Un régime mixte. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de changer de mode de scrutin et de loi électorale à quelques mois d'une élection importante, vous voyez, parce que ça va être perçu par la population comme étant de la magouille. Vous voyez, c'est trop tard pour changer, à mon avis. Vous voyez, mais cette question du correctif proportionnel est un débat actuel en France important. Je crois que pour répondre à la crise de la démocratie représentative, il faut rééquilibrer, en France du moins,
la démocratie représentative. Le poids du pouvoir exécutif présidentiel en France est excessif. Le contrepoids parlementaire ne joue pas suffisamment son rôle. On le voit de manière caricaturale dans la crise de la Covid. Tout est décidé à l'Élysée par un seul homme, le président, avec un comité qui est un comité que l'on utilise d'habitude sur le terrain militaire et sur le terrain de la défense nationale. Vous voyez, c'est même pas avec le gouvernement, ça se fait avec ce comité. Hein, vous voyez bien qu'il y a là, comment dire, une dérive centraliste tout à fait excessive et que le système français gagnerait à être rééquilibré en associant davantage les forces qui sont représentées au moins à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'est pas le cas. Hein, ce qui n'est pas le cas. Mais surtout, je crois que si vous voulez, comme le dit un grand constitutionnaliste français qui s'appelle Dominique Rousseau, l'avenir, c'est une démocratie continue. C'est-à-dire une démocratie qui est à côté de la démocratie représentative, des formes de démocratie participative, comme il y en a eu par exemple sur la question du climat récemment en France, ou comme il y en a eu à la suite de la crise des Gilets jaunes avec ce qu'on a appelé le grand débat national, c'est-à-dire on fait participer les citoyens qui veulent participer au processus de prise de décision, et puis réintroduire de temps à autre sur de grandes questions de société la démocratie semi-directe du référendum. Je crois que cantonner la démocratie représentative aux législatives et à la présidentielle n'est pas suffisant. Les citoyens modernes, les citoyens contemporains ont besoin d'une démocratie qui est une démocratie davantage continue. Hein. Voilà ce que je voulais dire, mais je laisse la parole maintenant à Fernando Vallespín. Well, I'll try to answer the two other questions, and I'll start by the last one. So, what after Merkel? Après Merkel, le déluge, one could say, right? So I don't think it's clear. I think Macron should be the obvious candidate. I doubt very much that Draghi could be a leader of Europe, you know, because of his technocratic profile. So somehow that's, I think that's an exception, but who knows, you know, and it depends on how long he can keep on being prime minister in Italy. What I'm sure of is that Germany will lose part of the protagonism that it had during the Merkel years. I think the successor of Merkel will not be as acclaimed as Merkel was. And so in that sense, I think there is a chance for other countries in Europe, particularly for France, to try to challenge, the weight, the extreme weight of Germany within, particularly, the economic dimension that Germany overall within the European institutions. And then regarding the question on Spain, if what we've seen yesterday in Catalonia can be translated to the rest of the country, I'm sure we can't, in the sense that this doesn't mean, I mean, the problem with the Spanish right is not Vox. The problem with the Spanish right, as with so many parties, is a problem of leadership. So, but, the problem of the socialists is more than the Spanish right is Podemos, right? So because, I mean, they cooperate, but, they cooperate because of this immense drive, of opposing someone else. As you know, in American political science, observing what happens within the American political system, people talk about negative partisanship. Negative partisanship means that you join someone, some party or some political position, not because you like it or because you like them, but because you hate the one that is on the other side, right?
So I may vote for Trump, not because I like Trump, but because I hate the Democrats, right? And so, and vice versa, right? So, and I may not like the Democrats, but I hate Trump, and so I'll have to vote for the Democrats. And this is slowly happening also within the European system, at least in very polarized system as is ours. In Spain, we've switched from a two-party system to what we call bibloquism. So two blocks, the block on the right and the block on the left. And it happens a little bit like in the United States. So the block of the left gets more or less, got in the last general elections, 10,100,000 votes. The block of the right got 10,100,000 votes. Who decided? Well, the separatists or the nationalists, right? So we've turned again to the former way of proceeding in order to achieve majorities, just with this block system. And that's highly, highly polarized. But I think, Vox, will not last. I mean, it's, I think, the Spanish rights needs someone who's capable of really gaining votes from Ciudadanos and gaining votes from Vox. I think they'll, even those highly Spanish nationalists that used to vote for the right and now are voting for Vox, they'll return to the PP if they introduce some changes. Merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette heure. Donc, je ne voudrais pas mobiliser encore plus, même s'il y a des questions, nos deux intervenants. Au nom du bureau de la section espagnole et de tous les participants, je remercie très vivement. Je crois que vous avez partagé avec nous vos analyses très précises de la situation. On pourrait continuer, mais on doit malheureusement s'arrêter là. Donc, un grand merci pour ce débat très intéressant. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Une photo, Catherine, avant de finir. Une photo, on peut prendre une photo? Ben oui, vas-y. Donc, allumez les écrans et voilà. Alors peut-être juste pour vous dire que l'échange avec Pascal Perrino et Fernando Vallespín a été enregistré et qu'il sera disponible sur le site de la section et on pourra le partager donc avec ceux d'entre nous qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc voilà, je prends les photos. Super. Voilà, génial.